tout de suite, on accueille un soutien sans faille du Hacking Health Camp depuis son origine, Catherine Trottmann. Bonjour Catherine, comment tu vas? Bonjour Sébastien, très bien. Et je vois que le Hacking Health Camp continue de tourner dans ces circonstances. Merci d'avoir organisé un Hacking Health Covid qui a été aussi couronné de succès. Certaines innovations vont sans doute, je dirais, se répandre et être utilisées. Et merci de nous proposer ce rendez-vous auquel on tient, je crois, les uns et les autres, lorsqu'on pense que la santé est un bien commun et qu'elle est aussi une manière, lorsqu'on s'adresse à tous et qu'on tient compte de toutes les situations et des questions posées par les soignants et par les patients, qu'elle est aussi un formidable levier de progrès et de solutions et de valeurs, à la fois dans la coopération, dans la mutualisation, mais aussi dans l'économie. Tout à fait. Et justement, le Hacking Health Camp, c'est amener du numérique dans la santé. Comment tu vois cet apport du numérique? Est-ce qu'on voit que ça a quand même manqué un petit peu dans cette période un peu difficile? Mais toi, comment tu vois cet apport du numérique pour la santé? Moi, je vois l'apport du numérique dans la santé depuis très longtemps. Parce que je suis absolument convaincu que la télémédecine, mais aussi la bonne utilisation des données de santé permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la recherche, de trouver, de comprendre des phénomènes. On en a beaucoup parlé avec le professeur Matelin ici, la professeure Matelin, en matière de cancer du sein, où elle m'expliquait qu'en 6 mois, grâce au numérique, grâce au hackathon aussi d'ailleurs, elle avait fait un progrès dans la connaissance et elle avait réduit, et elle me parlait de 6 mois pour 6 ans, habituellement. Donc quand on sait qu'on peut aller plus vite, surtout quand on doit analyser un phénomène de pandémie qui se répand aussi rapidement et avec autant de caractéristiques inconnues jusque-là, dans l'effet sur la santé des personnes, avec des réactions du système immunitaire, on doit absolument travailler sur la dimension, je dirais, complète de ce type de phénomène et utiliser le numérique. C'est donc vrai dans les technologies médicales de soins, mais c'est vrai aussi dans l'intelligence artificielle, et tu le sais Sébastien, pour nous l'intelligence artificielle, et on est ici dans l'IHU, dans l'Institut hospitalo-universitaire, dédié en particulier à la donnée, avec le professeur Galix, mais on est aussi à côté de l'IRCAD, où avec le professeur Maresco, on a aussi démontré, il a démontré depuis très longtemps, depuis les années 90, comment on pouvait utilement à la fois utiliser le numérique et l'image dans la chirurgie mini-invasive, mais dans toute chirurgie, mais aussi avoir des formations qui sont des formations par le numérique et grâce au numérique qui permettent une plus grande sûreté du geste chirurgical. Et 6000 chirurgiens par an formés à l'IRCAD, c'est un résultat absolument exceptionnel au travers de toutes ces années. Donc je pense que cette expérience du numérique, nous l'avons dans son caractère positif. Et lorsque le docteur Schmoll réussit à faire une clinique virtuelle qui permet d'accompagner les EHPAD à distance et à tout moment, on voit que dans la période de pandémie, cette capacité de pouvoir intervenir par le soin quand le contact ne pouvait plus se faire de la même manière, c'est absolument indispensable. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et alors justement, toi, dans ton rôle de vice-présidente de l'Eurométropole, c'est quoi le rapport de l'Eurométropole de Strasbourg avec la santé, avec le numérique? Il y a des projets en cours, je sais que vous accompagnez ça depuis toujours, puisque vous nous accompagnez, mais il n'y a pas que moi. Comment tu décrirais cet écosystème fabuleux qu'on a ici à Strasbourg? Alors, cet écosystème, il part d'abord d'un contexte. On a une école de biotechnologie de haut niveau, on a un hôpital qui est classé 4e en France, un hôpital universitaire, on a un centre d'implantologie reconnu internationalement à la faculté de chirurgie dentaire, projet de réinstallation que j'avais soutenu depuis des années aussi. Et donc nous avons à la fois du côté des praticiens, du côté des chercheurs, avec une université puissante, avec des instruments comme la SAT, qui permet d'accompagner la recherche avec les brevets, un accompagnement depuis longtemps, plusieurs sites qui sont aujourd'hui quasiment tous les 3 pleins. Le site du biocluster de l'IRCAD qui a été le premier, le deuxième, le PH8 qui est une pépinière pour les startups dans le domaine des technologies médicales, et l'IRCAD 3 qui est également aujourd'hui une opportunité. Nous avons décidé d'en faire un investissement
pour un investissement phare, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle la collectivité a soutenu ce que nous appelons, et s'est engagé dans l'animation et dans la coordination de NextMed, c'est-à-dire ce campus de technologie médicale, sur lequel, en 10 ans, on a investi 1 milliard d'euros. On a réussi en 2018, tous ensemble, à lever pour nos entreprises et nos startups 112 millions d'euros, ce qui est énorme. Et nous ouvrons aussi à l'international, vers le Japon, par des coopérations, vers Montréal, pareil, avec un lien avec le cluster des technologies médicales de Montréal, avec Boston, qui est un hub mondial également, où nous avons commencé l'année dernière ce contact entre les startups de chez nous et les startups de Boston. Et nous continuons cette année, 60e anniversaire du jumelage avec Strasbourg. Donc pour nous, évidemment, c'est en même temps aussi la prévention. Ce n'est pas seulement les technologies. C'est aussi la possibilité, au-delà de l'accueil, avec très bientôt 30 000 m² offerts pour ceux qui voudront et celles qui voudront s'implanter chez nous et venir se développer dans ce contexte exceptionnel où des entreprises sont déjà là avec lesquelles on peut nouer et trouver des partenariats, du financement, du soutien, de l'accompagnement avec SEMIA, par exemple, mais aussi sur place avec un accueil qui sera dédié, avec le soutien de la région, pour s'installer dans le technoparc. Mais c'est aussi de la prévention. Et cette prévention, nous voulons la développer dans le cadre du projet Territoire d'innovation en matière de santé, où la métropole est aussi coordinatrice, ça tombe bien. Nous avons eu tout récemment l'assurance que nous avions nos subventions, avec la contribution de l'État à plus de 10 millions d'euros. Mais au total, c'est plus de 100 millions d'euros de valeur de projet, avec des solutions technologiques qui vont être développées dans ce cadre, et un partenariat, un consortium qui permet de réunir la Banque des Territoires et d'autres partenaires. Ça veut dire que pendant 10 ans, nous avons la capacité de développer des projets qui vont se déployer sur le territoire de la métropole, mais aussi au-delà, parce qu'un des défis de la santé et de la transformation de la santé pour demain, c'est d'aller dans les déserts médicaux, c'est de trouver des solutions là où les gens n'ont plus de médecins, n'ont pas de personnel soignant, et sans santé, les gens ne peuvent pas vivre. Donc, ils ne peuvent plus rester habiter des territoires qui ont besoin pourtant d'avoir aussi des entreprises, de la vie, de l'emploi, des écoles, etc. Donc la santé est un moyen aussi de pouvoir comment dire, créer des solidarités territoriales, et c'est ce que nous avons proposé. Donc ce que je constate avec le Covid, et ça m'a provoqué beaucoup de réflexions, c'est que comme nous ne sommes qu'au début de la mise en place de ce projet, nous n'avons pas pu en tirer tout le bénéfice dans l'organisation qui peut être la nôtre, mais le fait qu'on soit en campus de technologie médicale et qu'on ait cette coopération nous a permis d'aller efficacement beaucoup plus vite avec tous les acteurs de santé. Et ça, j'ai pu, au fond, constater, Sébastien, que quand on a un contexte de coopération et de mutualisation, le moment où on a la grande difficulté, tout le monde est là. Et tout le monde est là autour, c'est-à-dire aussi les industriels, le pôle textile pour les masques. Même si on a un peu foiré, parce que c'était un peu la panique aussi, il faut le dire, dans une région très touchée. Et nous associons aux technologies, et je dirais à la pointe de l'innovation, la prévention. Chacun sait qu'on est très bon dans le vélo. Et le vélo, c'est la possibilité, si on en fait et on pratique quotidiennement, de gagner 5 ans d'espérance de vie. Donc, la prévention, ça fait partie aussi, le sport. Et nous sommes reconnus par la Commission comme le point de référence pour la France d'un projet qu'ils soutiennent où on allie sport et numérique à l'échelle européenne. Donc nous sommes très contents que le choix qu'a fait Strasbourg avec le sport sur ordonnance soit un élément aussi moteur et qu'on joigne sport, technologie, numérique et santé. Et puis j'ajouterai le bien manger. Bon, on est en Alsace, non ? On est à Strasbourg. Bon, on attend la réouverture des restaurants et des bars en ce moment. Voilà, parce que ça nous manque un peu. On a besoin de convivialité. Mais c'est aussi la possibilité de travailler avec les agriculteurs pour transformer notre agriculture en agroécologie à grande échelle, pour que les gens mangent bien et que bien manger ne soit pas non plus une question de revenus, mais que ça soit ouvert à tous comme la santé. Parce que si le numérique peut nous aider, c'est aussi à cela. C'est-à-dire que chacun soit capable de trouver les solutions pour sa propre situation. Moi, je suis choquée qu'aujourd'hui en France, quand on parle d'un système universel, on ait des gens
qui mettent la santé après la dépense pour le logement, la dépense pour le transport et la dépense pour l'alimentation. Et on a vu que pendant le Covid, beaucoup de gens n'allaient pas se faire soigner. Donc, la santé, c'est pas évident. Il faut y travailler. Il faut y travailler, je dirais, par la recherche, par le développement, par l'accès aux soins. Et on a vu le rôle de l'hôpital public comme pivot, comme pilier, mais il doit être là aussi pour soutenir l'innovation et nous aider à réussir cette mutation. Donc voilà, le Hacking Health Camp, c'est l'interface. Tout à fait, parce que tu sais que... Alors, qui convient. On a, alors c'est marrant que tu parles de prévention, parce qu'on a cette année, je dirais presque un tiers de projets autour de la prévention. C'est vrai que ça fait 4 ans qu'on en parle au Hacking Health Camp, qu'on essaye d'introduire un peu des pratiques, etc. Et qu'on montre qu'effectivement... On passe notre temps au Hacking Health Camp à résoudre des problèmes du curatif quelque part, mais on pourrait éviter de travailler sur ces problèmes-là si on résolvait les problèmes en amont. Et voilà. Donc, vraiment, je trouve qu'il faut travailler sur ces sujets-là et je suis content de voir que... Et est-ce que tout ça, pour un entrepreneur qui veut se lancer, j'avais mis comme thème de cette interview que ce territoire, c'était l'endroit rêvé où s'installer, ce que je constate, parce que quand même, on a des belles success stories. C'est quoi les éléments différenciateurs? Tu en as parlé un peu, mais si on doit les résumer, c'est quoi les éléments différenciateurs qui fait que quand on vient ici, on a plus d'opportunités qu'ailleurs pour développer une application dans la santé et dans la prévention donc aussi? Alors, quand on vient ici, on plonge dans un écosystème qui est un écosystème de Strasbourg et de son eurométropole. On tombe dans un endroit en plein centre-ville, à quelques mètres de la cathédrale, mais en même temps dans un site absolument exceptionnel. D'habitude, ailleurs dans le monde, on fait des campus à l'extérieur des villes. Là, on peut allier la pointe de l'innovation, de la recherche et en même temps la qualité de vie et l'accès à tous les services. Et ça, c'est très différenciant. C'est de l'espace adapté avec l'expérience que nous avons pour accueillir à la fois de la recherche, je dirais, de pointe on est par exemple en train de travailler à la création et à la construction d'un data center. Nous voulons avoir les offres informatiques et numériques de qualité avec des ingénieurs. Nous faisons l'effort de trouver les ingénieurs pour pouvoir répondre à tous les besoins de ceux qui viennent en innovation numérique. Donc, avec l'école Physique Télécom, nous avons un master en travail sur les données et en particulier les données médicales. On est dans un contexte aussi où nous avons pu créer de l'emploi. Il faut dire, je parlais du milliard d'euros d'investis, mais enfin, c'est quand même 1000 emplois qui ont été créés précédemment. Et avec le Technoparc, c'est 2000 emplois supplémentaires. On voit qu'aujourd'hui, dans cette période précise, où l'économie souffre, la possibilité de bien choisir le site est importante. À partir de Strasbourg, on a accès à nos amis, je l'ai dit, de Montréal, de Boston, du Japon. Certains viennent ici. Nous sommes reconnus par la Commission européenne comme un hub d'accueil des entreprises et des start-up japonaises, ce qui est important. Ça permet d'élargir, je dirais, notre créneau. On a les IRCAD qui se sont déployés un peu partout, y compris maintenant également en Afrique. Donc, on a aujourd'hui cette assise internationale et un formidable bassin rhénan avec la proximité avec la Suisse, mais qui est davantage tourné vers le médicament et vers les thérapies. Et puis la proximité de l'Allemagne où nous avons énormément de coopération, pas uniquement à l'intérieur de l'université, mais aussi sur le plan technologique, sur le plan de la recherche, sur les coopérations. Je pense en même temps à la manière dont aujourd'hui se nouent des recherches de partenariat, par exemple, entre l'Université internationale de l'espace, qui est une chose unique, là aussi, dans le monde, et le milieu, le monde de la santé, qui est évidemment fortement connecté par les technologies, la robotique. Et puis on a eCube, on a un laboratoire qui produit 500 ingénieurs, voilà. On en parlera demain avec Michel de Maclin. Voilà. Bon, alors je lui rends aussi un hommage. J'ai parlé de Jacques Marescot, mais bon, voilà, on a la chance d'avoir le professeur de Maclin. Si il n'avait pas eu cette ambition de faire aussi de la robotique médicale un axe fort de l'enseignement et du soutien à l'entrepreneuriat étudiant, on n'aurait pas la même puissance. Donc venir ici, c'est en même temps faire un choix qui est un choix qui n'a jamais été le seul choix technologique. Et le Hacking Health Camp le démontre.
On part de la question posée pour les patients et pour les acteurs de la santé. On n'est pas déshumanisé. On est au contraire à l'interface des personnes. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'on pourra avoir toutes les recherches et toutes les innovations technologiques, mais ce qui reste au cœur, c'est cette coopération-là. Et arriver ici, c'est être accueilli, accompagné dans son installation, accompagné dans sa recherche de financement, accéder à un écosystème. Nous avons avec Europtimist une technique d'accueil. Quelqu'un qui nous appelle est immédiatement en contact avec des personnes, et pas des robots qui répondent, pour dire « j'ai une femme, j'ai des enfants ou j'ai un mari, comment est-ce que je peux venir pour créer ma start-up chez vous ?» On a une start-up qui s'est installée à Lisieux, justement, et elle avait le choix entre Munich et Strasbourg. Bon, entre Munich et Strasbourg, je vais vous dire, on est encore un peu dans une compétition difficile. Et bien elle a choisi Strasbourg pour toutes ces raisons. L'écosystème, l'accueil, le financement, les relations, la dimension européenne, et la portée internationale. Et, je peux dire un petit truc en plus, vas-y. La fiabilité de l'engagement des collectivités. Voilà. Ça compte beaucoup aussi. C'est-à-dire que quand on a besoin de travailler avec un nouvel écosystème, on a besoin aussi de trouver un logement, de savoir comment ça marche pour ces autorisations de séjour, parfois, ou de papier. Voilà. Et donc, pour nous, c'est un tout. Si on accueille une entreprise, on accueille d'abord ses dirigeants et ses salariés. Et comment toi tu vois dans 2030 tout ce qu'on a engagé jusqu'à maintenant, tout ce qui était là, si on doit s'imaginer quelles ambitions, toutes ces ambitions, qu'est-ce que ça peut donner? C'est quoi l'image que tu vois de cet écosystème et de Strasbourg par rapport à la santé en 2030, en 2040? En 2030, on tourne à plein avec le campus qui, je pense, sera plein, justement. Et je suis en train déjà de réfléchir aux extensions possibles, parce qu'à un moment donné, le site hospitalier, voilà, il est grand quand même. Il est très grand, mais bon, voilà, il faut aussi prévoir, je dirais, le futur. Je pense qu'il va falloir passer un peu de temps sur ce qui s'est passé avec cette pandémie. J'ai revu la TED conférence de Bill Gates. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de son investissement dans la recherche, d'abord sur le sida et puis sur tous les virus. Je vois aussi cette espèce de thèse complotiste aujourd'hui, mais j'ai écouté ce qu'il disait, en fait, il y a quelques années, sur le risque d'une pandémie. Et chacun le sait, les chercheurs appellent ça le number one, c'est le virus qui se répand dans l'atmosphère. Et celui-là, vous pouvez toujours essayer d'y échapper, c'est compliqué. C'est comme le grand séisme. C'est le number one, c'est celui qu'on n'attend pas et qui vous arrive, et on peut dire qui vous tombe du ciel. Donc, il faut se préparer par la recherche, par la prévention, par la logistique, une organisation sans faille et par la coopération. Il faut savoir mettre en place des organisations de crise. Et pour nous, un des éléments qui va être également à un moment où tout va changer. Les congrès vont être organisés différemment, la production va être organisée différemment, les espaces, même la ville va être organisée différemment du fait de cette expérience. Eh bien, je pense qu'en 2030, on aura aussi su se transformer et choisir les voies qui ne sont pas forcément les plus aisées. Je pense que la responsabilité publique, elle est dans la recherche, là où on peut être en amont. Je salue par exemple le GEPROVAS qui aujourd'hui s'est trouvé être le seul à analyser les explants, ce qui est absolument exceptionnel. Et j'espère que nous aurons la possibilité aussi de pouvoir être en 2030 un centre de référence dans plusieurs domaines et de pouvoir avoir aussi des activités de production de ces technologies que nous soutenons au moment de leur émergence. Voilà. Donc ça reste une priorité pour moi stratégique et partagée par les citoyens, parce que c'est un enjeu démocratique aussi. C'est un débat, ce qu'on fait sur son propre corps, la façon dont on va traiter les données. Donc c'est un enjeu aussi éthique. Et je pense qu'en 2030, on aura expérimenté la robotique, on aura expérimenté, je dirais, beaucoup plus le numérique et les données, mais il faudra continuer d'expérimenter comment tout ça se transforme humainement. Voilà. Un dernier mot sur la King Health Camp. Tu nous soutiens depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans cet événement et pourquoi tu continues à le soutenir?
Alors, qu'est-ce qui me plaît dans cet événement? D'abord le défi. Ensuite, une équipe qui sait organiser ces événements, mais qui le fait avec une capacité d'adaptation que je trouve extrêmement rare. Voilà, et je le constate encore aujourd'hui. C'était vrai au début. Le Hacking Camp a grandi, mais c'est toujours adapté. Vous savez réunir tout ce qu'il faut pour accompagner des projets, des coachs, des accompagnateurs, mobiliser aussi les institutions de formation, les spécialistes du numérique, etc., les codeurs. Et donc, c'est en même temps, chaque fois, une édition différente, une aventure. Et c'est le Hacking Camp, pour moi, c'est un formidable lien entre, je dirais, cette vision d'une ville qui se transforme, des jeunes, des étudiants. C'est complètement intergénérationnel et interexpérience parce qu'on partage les défis ensemble et c'est une mobilisation de bénévolat absolument formidable. Je pense que c'est pour ça que le Hacking Camp s'est créé un espace, une identité et aujourd'hui j'ai l'impression d'être chez moi. Je peux rien dire de plus. Et j'adore. Merci. Et effectivement, moi je ne suis pas de Strasbourg, j'ai été accueilli ici et je pense que je n'aurais pas pu réaliser le Hacking Camp sans cet écosystème dont on vient de parler et sans tout merci de contribuer à son, je dirais, à son développement et à sa vitalité. Eh bien, écoute, on va continuer ça. Merci beaucoup Catherine de nous avoir rejoints sur le plateau. Et puis j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, qu'on pourra se faire la bise et qu'on sera avec Luc sur la scène, comme d'habitude. Oui, Luc nous manque là, mais bon. Il était là hier, on a réussi à le connecter, il sera là dimanche, mais là j'ai pas pu l'inviter ce matin parce que c'est quand même 2h du matin chez eux. Oui, c'est ça, c'est un peu difficile. Voilà, donc il sera là avec nous demain. Bon succès Merci pour cette édition et puis à très bientôt. Ça marche. Au revoir Catherine. Au revoir.